Comment construire une entreprise innovante et équitable pour les femmes? Quelles sont les pistes? Quelles sont les clés? Et peut-être même les actions déjà mises en place? Vous voulez des réponses? Allez, je vous emmène tout de suite voir nos invités. Nous voici confortablement installés à Ma Pièce Bellecour avec nos invités. Bienvenue Vanessa Rousset, présidente fondatrice du groupe AMDG, gestionnaire de fonds d'investissement immobilier et d'entreprise. Merci de rejoindre l'aventure Femmes en Action puisque vous êtes la marraine 2023 de notre événement. Avec plaisir. Un événement soutenu par FCE Lyon-Rhône. Bonjour Emmanuelle Jaliffier-Verne. Bonjour vous Karine. êtes la présidente. Absolument. Et Dominique Vendrose. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la DETS, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. C'est bien ça. Bienvenue à vous trois, merci d'être là. Je me tourne tout de suite vers vous, Vanessa Rousset. Vous êtes donc la présidente du groupe AMDG, on l'a dit. Vous êtes diplômée de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et de Sciences Po à Paris. Et ce n'était qu'un début. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Oui, alors je vais repartir du tout début. En fait, parce que ça explique la suite de mon parcours scolaire et professionnel. Mon père voulait un garçon et je suis fille unique. Donc, il m'a élevée un petit peu comme telle, ce qui m'a donné finalement une forme de personnalité aussi masculine que féminine. En tout cas, je pense un assez bon équilibre entre les deux. Et ensuite, j'ai fait mon parcours scolaire avec des études scientifiques, à l'époque où c'était encore peu féminisé. J'ai fait maths sup, j'ai fait maths spé à Louis-le-Grand, et j'ai intégré l'école polytechnique, où il n'y avait à l'époque que 10% de filles. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous ne deviez pas être nombreuses. On n'était pas nombreuses, c'est assez féminisé depuis, il y a une trentaine de pourcents maintenant. Mais à l'époque, il y avait 10% de filles. Et j'ai fait mon service militaire, vraiment un service militaire très péchu, comme on appelle ça. Voilà, un vrai service de garçon. Et j'ai pris grand plaisir. C'est déjà d'ailleurs une école des valeurs républicaines. Et puisqu'on est officier, de l'encadrement et déjà du management. Vous entendez quoi par péchu finalement? Très physique. Très physique. Avec tout ce qui était raid évasion, marche commando, parcours du combattant, maniement d'armes. C'était une expérience très enrichissante et aussi une mixité sociale puisque moi effectivement j'encadrais des élèves. C'était l'époque du service militaire obligatoire et j'encadrais des élèves qui étaient effectivement de toute provenance et qui étaient dans le creuset des valeurs républicaines. Donc c'était effectivement une expérience très enrichissante au plan humain également. Voilà. Ensuite, j'ai intégré la haute administration. C'était un poste passionnant puisqu'en sortie d'école polytechnique, on a la chance d'intégrer des postes qui sont effectivement à responsabilité. Je participais, alors j'étais au ministère de l'Équipement et des Transports, mais en lien direct avec le cabinet du ministre de l'époque, et j'avais la chance de participer au Conseil des ministres des Transports, en séance du Conseil, à Luxembourg et à Bruxelles, sur des textes qui étaient aussi importants à l'époque que l'ouverture, par exemple, du rail à la concurrence ou les conditions des transporteurs routiers. Voilà, donc des sujets très intéressants. Et ensuite, j'ai croisé la route de Bruno Rousset, le fondateur d'April, au plan personnel, puisqu'on s'est mariés, et au plan professionnel, puisqu'il cherchait effectivement un dirigeant pour le fonds d'investissement Evolem qu'il souhaitait créer. Et donc, j'ai créé et développé Evolem pendant une dizaine d'années. Donc, c'était de l'intrapreneuriat, puisque effectivement, j'étais entrepreneuse au sein du groupe familial. C'était une période absolument passionnante, parce que le terreau des entreprises est absolument passionnant. Et ensuite, j'ai quitté Evolem et j'ai créé mon propre groupe, AMDG, qui de la même façon accompagne des entreprises, puisque nous gérons des fonds d'investissement en private equity et nous gérons également des fonds d'investissement immobiliers. Nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers. Nous avons en fait le double agrément AMF pour les deux activités, investissement immobilier, investissement dans les entreprises. Le groupe comporte une trentaine de personnes, avec à peu près autant d'hommes que de femmes. Et nous gérons aujourd'hui 8 fonds d'investissement et bientôt 10.
Quel parcours, quel parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience en tant que femme, vous qui naviguez dans les hautes sphères de la finance, mais alors on l'aura vu quand même avec un parcours totalement atypique. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et quelles ont été les solutions que vous avez trouvées? Alors, je n'ai pas eu tant de difficultés que ça dans mon parcours, même si j'ai évolué dans un univers qui a été pratiquement toujours très masculin. Je n'ai pas été confrontée à une forme de sexisme. Au service militaire, probablement parce que j'étais très sportive, donc je n'ai pas été confrontée à des difficultés qui auraient pu être liées à ça. Et ensuite, parce que mon parcours scientifique, au niveau du diplôme, en début de carrière en tout cas, et à l'époque, donnait une forme de légitimité de compétence, à tort ou à raison. Mais en tout cas, sur le début de carrière, le diplôme justifiait finalement une certaine prise de fonction au départ dans la haute administration. Ensuite, lorsque j'ai quitté l'administration, j'ai eu la chance que Bruno Rousset me fasse confiance et me confie la responsabilité de la création et de la direction d'un fonds d'investissement dans laquelle je me suis... j'ai toujours beaucoup aimé travailler. Donc, travaillant beaucoup, ça donne après, au niveau des équipes, une légitimité par l'exemple. Puisqu'effectivement, lorsqu'on s'investit beaucoup, et qu'en plus on le fait avec passion, parce que mon métier me passionnait, finalement, vous réunissez les différentes conditions pour que ça se passe bien. Voilà. Vous avez la confiance, effectivement, de votre conjoint, mais qui est aussi, en l'occurrence, votre partenaire professionnel. Et puis, la passion du métier et la force de travail fait que, finalement, les choses fonctionnent. J'ai également été maman sur le tard. Petits garçons, j'ai 3 petits garçons, j'ai cette chance, mais j'ai été maman sur le tard. J'ai été maman à 42 ans et 44 ans, de jumeaux, 44 ans. Et donc, ça m'a peut-être... Alors, c'était pas un choix de ma part. J'aurais probablement aimé avoir mes enfants un petit peu plus tôt. Et je suis très, évidemment, ravie d'être à la fois maman et entrepreneuse. Mais je pense que pour mon début de carrière, ça m'a permis de m'investir à 200% dans mon travail. Et ça aussi, on en parlera plus tard, au niveau de l'organisation, ça m'a peut-être un tout petit peu simplifié l'organisation au plan professionnel. D'accord, très bien. Merci à vous. Emmanuel Jalifier-Verne, je vois que vous, vous hochez la tête. Quel parcours, effectivement. Oui. Vanessa Rousset, très joli nous parcours. en fait la démonstration. Ouais. Alors, vous qui comptez près d'une centaine de femmes chefs d'entreprise dans votre univers, dans votre réseau, FCE Lyon-Rhône, j'imagine que les actions innovantes sont nombreuses autour de vous pour les femmes. Peut-être qu'une femme à la tête d'une entreprise comme Vanessa Rousset, ou à un poste clé d'ailleurs, ont une sensibilité particulière pour mettre des choses en place pour faciliter la vie des femmes. Est-ce que vous voyez autour de vous des actions concrètes et inspirantes? Oui, j'allais y revenir. Effectivement, vous avez raison sur les chiffres. La délégation Lyon-Rhône représente 100 dirigeantes. Sur le plan national, nous sommes 2000 femmes. Cela représente 100 000 salariés. Donc, c'est vrai que l'association regroupe des femmes qui sont dirigeantes de leur structure, qui sont donc responsables de l'actionnariat et qui donc ont la maîtrise des politiques qu'elles souhaitent mettre en place. Et je trouve que avoir plusieurs casquettes, parce que c'est vrai que, comme Vanessa Rousset, j'ai été également maman sur le tard. Donc c'est vrai que quand on est au début de son exercice professionnel, on va s'investir beaucoup et on a besoin effectivement d'un investissement à 200-300%. Quand on est à la tête de la structure, on a conscience de toutes les difficultés, de toutes les petites problématiques que la population salariée féminine peut rencontrer. Et je sais que au sein des FCE, dans les différentes structures qui sont constitutives de notre délégation, mais autant dans ma structure également, je suis attentive au bien-être de la population salariée féminine. Et c'est vrai que j'ai cette écoute attentive de nature à ce que les femmes puissent avoir un véritable équilibre entre la vie professionnelle et la vie de maman ou autre. Et c'est vrai que je pars du principe qu'une salariée
épanoui, eh bien, c'est quelque chose, c'est un vrai moteur de la structure. Donc, c'est vrai que ça, ce sont des points d'importance, et c'est vrai que la semaine des 4 jours et autres, c'est vraiment dans le débat actuel, parce que ça a été mis en place là, récemment par un homme dans la région Rhône-Alpes, Laurent de la Clergerie. C'est vrai que quand on veut mettre en place de tels outils, eh bien, il faut avoir les moyens pour mettre en place une telle politique. Vous citez la semaine des 4 jours. Est-ce que vous voyez d'autres actions qui ont été mises en place aujourd'hui autour de vous et qui pourraient être justement une piste, une clé pour ceux qui nous regardent? Alors, on a beaucoup parlé du télétravail. Alors, je pense que quand une personne est en situation de télétravail, il ne faut pas avoir d'enfant à côté, parce que ça compromet finalement l'exercice. Tout au moins prévoir un mode de garde. Ça peut faciliter les choses. Après, il y a des congés parentaux qui ont été donnés sur un même mode équitable entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a toute une certaine facette. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une évolution des technologies, ce qui fait qu'on est vraiment, il y a une acuité pour pouvoir mieux travailler. Et c'est vrai qu'on a une digitalisation de nos métiers qui permet finalement d'être très professionnel, très réactif. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, Dominique Vendroz. Donc, vous êtes un peu notre monsieur chiffre, notre expert. Est-ce que vous pouvez nous dresser l'état des lieux en termes d'équité dans le monde de l'entreprise? Est-ce qu'on note d'ores et déjà quand même de belles avancées? Je vous ai amené ici le rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, chaque année, il y a un rapport qui est établi. Et donc, oui, il y a des avancées. Je vous citerai juste qu'on a une femme qui est première ministre, qu'on a aussi une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, ce qui n'était jamais arrivé. Et on a même une femme qui est présidente de la Haute Autorité des marchés financiers. Voilà, donc, si vous voulez, il y a, et vous en êtes aussi des représentantes, donc il y a effectivement des progrès, et heureusement, parce que c'est quand même un sujet qui a une centaine d'années, voire plus, enfin, en tout cas sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais malheureusement, j'allais dire, c'est pas pour mettre un petit bémol à tout ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, la situation reste profondément quand même inégalitaire. C'est ce que dit ce rapport, notamment sur le côté professionnel, puisqu'il y a seulement, en fait, alors c'est un sondage de ressenti, etc., mais que 20% d'hommes et de femmes qui disent aujourd'hui qu'il y a une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Donc, et c'est même en baisse de 3 points par rapport à l'année précédente. Donc, on va dire, globalement, les Français n'ont pas le sentiment, on va dire, que la situation s'améliore. Bon. Comment vous l'expliquez ? Alors, comment on l'explique, si vous voulez, c'est que, alors, d'une part, parce que, alors, je veux dire, comme le sujet est beaucoup plus abordé qu'il ne pouvait l'être auparavant, il y a un effet quand on pose un sujet, c'est qu'on en voit aussi, peut-être de manière plus importante, les non-effets, les problèmes qui se posent, et les problèmes qui se posent encore pour augmenter, on va dire, et pour atteindre une meilleure égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce qui ne veut pas dire pour autant, si vous voulez, qu'il ne se passe rien, hein, mais je pense qu'on a un exemple avec notre marraine en fait, de tout ce qui ne se passe pas correctement encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez fait des études scientifiques, de mathématiques. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes filles qui vont sur des filières scientifiques, on n'a pas progressé, on a même un peu reculé. Voilà. Donc, si vous voulez, ça commence très tôt. C'est-à-dire qu'au niveau de l'orientation, si on ne donne pas leur chance aux filles comme aux garçons, derrière, elles ne peuvent pas avoir des parcours qui sont des parcours équivalents. Voilà. Vous avez été plutôt dans des professions vues. L'an passé, on était sur les stéréotypes oui. Dans cette même table ronde. Et je veux dire, c'est assez exemplaire. C'est-à-dire que vous avez été, vous, dans des métiers, des professions, etc., des orientations qui sont vues comme plutôt masculines. Vous avez fait Polytechnique, vous avez été dans l'armée, etc., etc. La finance aussi, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, que je ne sais pas d'ailleurs quelle est la proportion des femmes dans la finance, mais enfin pendant longtemps, on parlait des traders, et c'était plutôt une image masculine. Voilà. Donc en fait, vous représentez tout ce qui aujourd'hui reste presque encore à faire de manière courante et de manière importante pour pouvoir
contrebalancer finalement ce qui apparaît comme des orientations naturelles, où encore aujourd'hui, eh bien, les jeunes filles, les jeunes femmes vont faire plutôt des études littéraires, vont plutôt aller sur des métiers du soin, sur des métiers, etc. Alors que rien, véritablement, ne s'oppose et n'empêche d'avoir une autre orientation, d'avoir une autre profession. Alors, rien n'empêche, alors bien évidemment, comme vous le disiez... Dans un monde... Voilà, c'était notre table ronde 2022, que vous pouvez regarder sur nos réseaux, sur www.leprogrès.fr ou femmesenaction.fr. Effectivement, on parlait à ce moment-là des stéréotypes qui pouvaient être un frein, mais on en revient toujours à la même chose, finalement, c'est à l'éducation. Sauf qu'à un moment donné, à ce qu'un adolescent, qu'il soit d'ailleurs garçon ou fille, on peut se poser la question, n'a pas besoin d'un modèle. Et si son modèle, eh bien, pour être un homme ou pour être une femme, eh bien, c'est de faire comme ses pères ou en tout cas son entourage, effectivement, on a du mal à sortir de ce cercle un petit peu vicieux. Effectivement, mais quelles sont aujourd'hui les clés pour en sortir, Dominique, parce que je vois que la route est encore longue. Oui, les clés pour en sortir, c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de montrer des exemples que, j'allais dire, ces professions, ces filières, etc., ne sont pas réservées à un sexe particulier et qui sont bien ouvertes à tout le monde et qu'il n'y a pas de professions qui sont, assignées à un genre particulier, à un sexe. Et ça, j'allais dire, c'est d'une part que ceux qui sont en charge de l'orientation, et donc ça commence par les parents, déjà, avant même les enseignants et le monde de l'éducation nationale, c'est de se dire, pour mon garçon ou pour ma fille, je veux dire, c'est les mêmes possibilités qui sont ouvertes, c'est les mêmes voies. Après, il y a les questions d'appétence, d'envie, de capacité, etc. Mais ne pas se réfréner à un moment où... Il faut oser, finalement. Voilà, il faut oser. Alors, ce qui n'est pas forcément évident pour une jeune fille de choisir une filière technique où elle sait que dans sa classe, il y aura 29 garçons pour une fille. C'est ça. Et après, dans le milieu professionnel, vous avez parlé tout à l'heure du télétravail, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de concevoir des organisations du travail qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est toujours un peu je dirais, la difficulté, c'est que, quoi qu'on en dise, l'approche est toujours genrée. C'est-à-dire qu'on va investir certains aspects. C'est-à-dire, je prends l'exemple du télétravail. Bon. Le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail qui fait qu'on peut faire son travail de chez soi ou n'importe quel autre endroit. Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup, en tout cas sur les métiers tertiaires, beaucoup de possibilités de faire du télétravail. La plupart du temps, il y a quand même un aspect qui est de dire « Ah oui, mais une femme en télétravail le mercredi, en fait, elle fait du télétravail pour s'occuper de ses enfants. » Je suis un peu abrupte, si vous voulez, mais il y a encore beaucoup ce type d'approche qui ferait que parce qu'on pense, ou parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans la réalité, une grande partie des femmes, encore aujourd'hui, ont en charge toutes les activités du ménage, eh bien, on va soit mettre des barrières, soit faire des différences, on va dire, entre les hommes et les femmes. Ceci dit, on ne va pas se mentir, ça peut arriver effectivement qu'elles cumulent les deux en même temps, si bien qu'aujourd'hui, on constate une augmentation du burn-out chez les femmes en télétravail. Donc déjà, première piste, si vous faites du télétravail, faites garder vos enfants comme si vous étiez en présentiel. C'est-à-dire, c'est déjà c'est-à-dire que, c'est une évidence. Si vous voulez, sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on ne peut pas la regarder que dans les murs de l'entreprise. On est obligé, si vous voulez, de le prendre de manière plus large. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'orientation. C'est bien sûr la progression de carrière au sein de l'entreprise, mais c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et qui fait qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, quand les sondages qui sont faits sur les jeunes, ils sont très aussi ambivalents sur les questions d'égalité, mais très très vite, on va dire, on a des stéréotypes assez anciens qui ont encore cours aujourd'hui. Et ça, si vous voulez, de ce fait, c'est vrai, aujourd'hui, dans la société, les femmes
on dit font double journée ou triple journée, mais encore aujourd'hui, elles ont en charge des tâches qui ne sont pas équitablement réparties au sein du ménage, et sans compter que quand on parle de ménage uniparental, c'est souvent la femme qui a la charge des enfants. Donc tout ça, évidemment, a une influence aussi sur le monde professionnel. Ouais, vous avez raison, Dominique, on ne peut pas avoir une vision du travail des femmes aujourd'hui sans prendre en compte le rôle des hommes dans ce même monde du travail. Vanessa Rousset, pouvez-vous nous dire aujourd'hui ce que vous avez mis en place justement dans votre entreprise, ou quels sont les projets à venir pour faciliter la vie des femmes et a fortiori celle des hommes? Alors effectivement, je partage complètement votre analyse. La qualité de vie au travail est un élément déterminant du bien-être des salariés et de leur implication, de leur efficacité et de la réussite de l'équipe et de l'entreprise. Personnellement, au sein du groupe AMDG, très rapidement, j'ai mis en place un certain nombre d'éléments de bien-être pour que les collaborateurs aient plaisir à venir travailler le matin. De ce fait, d'ailleurs, on est majoritairement en présentiel parce qu'ils ont plaisir à venir dans l'entreprise. Faites-nous rêver, Vanessa, faites-nous rêver. Donnez-nous des exemples. Alors, par exemple, on a des locaux qui font 1000 mètres carrés et où il y a des grands espaces communs de convivialité. Donc à la fois une cafétéria, mais vraiment très agréable, qui donne sur une immense terrasse avec un jardin intérieur. Donc c'est hiver-été, ils peuvent déjeuner en extérieur, ils peuvent vraiment profiter de cet espace vert ou bien se retrouver dans des zones de convivialité à l'intérieur. On a également une très grande salle de sport. Donc ils peuvent faire du sport sur les horaires de travail, absolument à n'importe quel moment de la journée. Au niveau des horaires, on est souple, c'est-à-dire que vraiment ils s'organisent comme ils veulent. Et il y a même un coach sportif qui vient le matin, pour ceux qui aiment faire du sport tôt, et le midi, pour ceux qui préfèrent le créneau du déjeuner, qui est pris en charge par l'entreprise et qui permet aux collaborateurs d'avoir un coach sportif mis à disposition. D'accord. Voilà. Et je reviens sur les horaires. Vous parliez de souplesse des horaires. Alors, du coup, j'imagine que pour les femmes, ça veut dire qu'elles peuvent partir plus tôt. Les hommes aussi, pour aller récupérer leurs enfants à l'école. C'est quoi l'idée en fait? L'idée, en fait, c'est que si un collaborateur a une contrainte qui peut être liée à un dégât des eaux chez lui, à un enfant malade à récupérer ou à ce genre de choses, en fait, voilà, il le fait et on ne veut pas compliquer la vie des gens, bien au contraire. Et peu importe qu'il soit un homme ou une femme, il il peut aller s'occuper de son enfant malade. Oui, on considère effectivement qu'il y a cette confiance et que quelqu'un qui a un problème à régler qui nécessite qu'il s'absente de l'entreprise, même en cours de journée, on lui laisse la latitude de le faire. Et donc il rattrape ses heures plus tard, et comment ça se passe? En fait, on fait confiance aux collaborateurs pour que le travail soit fait et que l'entreprise fonctionne bien, que chacun soit impliqué dans son poste. Il est même arrivé qu'une maman amène son enfant au bureau parce qu'elle était coincée, elle n'avait pas de solution de garde. Et un papa, alors est-ce que c'est arrivé un papa? Ça peut arriver aussi. Non, mais voilà, je prends ce type d'exemple parce que étant maman moi-même, je sais que ça peut arriver, ce genre de choses, et que donc, en tout cas nous au niveau d'AMDG, on tient à ce que ce soit possible. Puis après, il y a des petites attentions comme des paniers de fruits frais qu'on met à disposition des collaborateurs, on fête les anniversaires, on fait des repas d'équipe, on fait un arbre de Noël, enfin voilà, tout ce qui fait finalement que ça crée une joie de vivre dans l'entreprise. C'est formidable. Si vous embauchez, faites-nous signe, on passera le message. Emmanuel, Dominique, est-ce que vous avez tous les deux d'autres exemples de ce type-là qui peuvent améliorer aujourd'hui la vie des femmes et des employés d'une manière générale dans l'entreprise? Surtout que c'est très important de se soucier de cette qualité de vie au travail, pour la bonne et simple raison qu'on sait que compte tenu du contexte sanitaire, du contexte économique, c'est compliqué de recruter, mais c'est également très compliqué de
conserver les salariés au service. Donc c'est la raison pour laquelle les entreprises, on redouble finalement de trésors d'imagination pour dire là vous allez être dans un bon environnement pour bien travailler et puis on va être finalement conscient de votre valeur et pas seulement de la valeur de votre travail. Donc là, dans tous les exemples, je dois avouer que au sein de la société de Vanessa Rousset, je pense que les salariés sont très gâtés parce que 1000 mètres carrés déjà pour 30, c'est déjà quand même assez appréciable, je dois avouer. Mais là, non, elle a déjà développé pas mal de choses. C'est vrai qu'après, les leviers sont en termes de rémunération et autres, mais ça, on est dans une autre sphère. Et avec votre réseau FCE, comment vous faites pour accompagner les femmes chefs d'entreprise dans cette démarche? Est-ce que vous êtes une aide précieuse justement? Alors déjà, l'aide précieuse, oui, parce qu'en fait, on est à l'écoute les unes des autres. Nous ne sommes que des femmes dans notre association. Donc, on se parle beaucoup. C'est vrai qu'on a une parole assez libre. Et dans notre association, où il y a vraiment un lien, une bienveillance, etc. Et donc, cette écoute, cette zone d'échange. Et c'est vrai qu'on peut se partager les bonnes pratiques. Donc, il y a ce partage qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir des thématiques particulières que nous sommes amenés à traiter lors de réunions spécifiques, mais également dans le cadre d'échanges informels, on arrive à avoir des ateliers où on se partage effectivement ces bonnes pratiques. Et au sein de notre association, donc je l'ai dit, donc elle a une envergure nationale et nous avons également une académie qui intéresse donc la formation, parce qu'on part du principe que la formation, l'éducation est importante depuis tout petit, mais elle est également fondamentale tout au long de sa vie. Et c'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on n'a pas une soif d'apprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont dispensées. Par des personnes extérieures, mais également par les expertes que nous pouvons avoir au sein même de notre association. Donc une aide précieuse, on le confirme. Oui, absolument. Dominique Vendrose, nous avons vu ce qui se fait en matière d'équité. On a vu là des actions concrètes en matière d'innovation pour les femmes. Qu'est-ce qui pourrait se faire finalement pour aller encore plus loin ou un petit peu plus loin? Disons... moi, ce que je pense, c'est que pour améliorer cette fameuse égalité, enfin atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut développer un certain nombre d'initiatives, d'innovations pour le coup, qui permettent, déjà, il y a ce qui permet de concilier les temps de vie personnelle et les temps de vie professionnelle. Donc, on est sur le télétravail, mais les horaires variables. Et dans l'industrie, on en parlait tout à l'heure, la semaine de 4 jours, qui est quand même une innovation assez intéressante, puisqu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le télétravail, ça concerne plutôt les professions tertiaires. La semaine de 4 jours permet au secteur industriel, finalement, d'avoir une forme, ce n'est pas du télétravail, mais en tout cas, une forme de donner du temps, pas forcément, mais d'ouvrir une plage de temps à des personnes, hommes ou femmes, si vous voulez, pour effectivement avoir une meilleure conciliation des temps. Et là entre nous soit dit, on a une nouvelle génération qui arrive, qui nous laisse plus trop le choix sur cet équilibre. Je crois qu'on est tous d'accord sur le constat. Exactement. Et ensuite, je pense que pour avancer, continuer d'avancer, là on avait un exemple d'entreprise, mais qui est très spécifique, si vous voulez, sur des entreprises plus courantes, on va dire, qui sont du secteur industriel ou du tertiaire, etc. C'est compliqué, mais je pense qu'au plus on raisonne pour que les systèmes fonctionnent pour les hommes et pour les femmes, au plus on avance sur le domaine de l'égalité. C'est-à-dire que ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire pour les promotions, il faut vérifier que les hommes et les femmes, etc., puissent y accéder. Pour les parcours professionnels, il faut offrir les mêmes chances pour les hommes et pour les femmes. Pas se dire, mais non, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. Voilà. Et ça, c'est tout à fait important, essentiel, quoi, pour éviter finalement, entre guillemets, des filières pour les femmes ou des filières pour les hommes qui, au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que les filières pour les hommes sont mieux rémunérées, ont plus de progression, etc., que les filières pour les femmes. On peut parler du congé maternité, par exemple, ou du congé parental, qui est l'équivalent du côté du papa, de façon à permettre à la maman, si elle le souhaite, de revenir plus tôt, par exemple. Oui.
Oui, mais vous voyez, par exemple, sur le congé paternité, par exemple, eh ben, quand on regarde les prises de congé, ça reste encore... ça se développe, mais tous les pères ne prennent pas leur congé paternité. Voilà. Voilà. Donc ça reste encore largement... Et on en revient toujours au problème de l'éducation, voilà, bien évidemment. Donc tout ça, ce sont des choses à apprendre très tôt, hein, finalement, avec nos enfants, pour que l'ouverture d'esprit soit un petit peu différente. Il y a d'autres choses qui se font. On parle beaucoup en ce moment du congé prémenstruel, par exemple. Vous en pensez quoi? Alors, Emmanuel, ça vous fait rire? Non, c'est une donnée physiologique. Je dois avouer que je ne suis pas forcément pour un tel congé parce que ça aboutit non pas à stigmatiser, mais à serrer certaines femmes qui ont besoin de ce type de congé. Et non, je ne suis pas forcément favorable. Là, l'idée, c'est de donner donc, un congé, je parle sous le contrôle de Dominique Vendreau, ce serait de donner donc, un congé supplémentaire pour les femmes. C'est peut-être effectivement une fausse bonne idée. Est-ce que du coup, on embaucherait moins de femmes justement pour ne pas avoir donné ce congé supplémentaire? Emmanuel parle de stigmatisation, vous en pensez quoi? La même chose. Vous aussi, vous êtes d'accord? Donc, fausse bonne idée, Dominique? Il y a des pays où c'est en place. Japon, Corée, depuis très longtemps. Oui. Et voilà, et donc ça fonctionne. Moi, je pense que la voie de l'égalité, elle est plus pour essayer de... Enfin, le discours que je tiens, en tout cas, c'est plutôt pour faire que les femmes... aboutir à ce que les femmes aient les mêmes chances que les hommes. Voilà, plus que de différencier les statuts. Et vous voyez d'autres pistes qu'on n'a pas explorées autour de cette table? On a fait un petit peu le tour de la question. Eh bien, cette table ronde touche à sa fin. Merci à tous. Vanessa Rousset, quel message pour conclure voulez-vous délivrer donc à ces femmes qui créent leur entreprise? Et puis, on l'aura bien compris, j'espère, en tout cas aux hommes aussi. Alors, d'abord, il faut savoir si elle en a vraiment envie. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une forme d'appel ou de vocation. Donc, c'est déjà la vraie question à se poser. Il faut avoir envie de ce risque, de l'adrénaline qui va avec, des problèmes à résoudre et des solutions à apporter. Et ce sera ça son quotidien, surtout au démarrage. Ensuite, il faut qu'elle trouve son mode de management dans une société qui, on l'a dit, évolue. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle génération de collaborateurs qui recherchent aussi un mélange, un équilibre entre la vie personnelle et l'argent n'est pas forcément le moteur, même si c'est important de bien rémunérer les équipes. Il faut aussi manager en offrant une motivation qui passe par ce plaisir au travail. Voilà, donc ce management au féminin finalement, si c'est une femme qui crée son entreprise. Et enfin, il faut qu'elle se pose la question de comment elle va organiser l'équilibre entre finalement les trois vies qu'elle aura à gérer, sa vie de chef d'entreprise et, si elle est mariée, sa vie d'épouse et si elle est maman, sa vie de maman. Moi, depuis que je suis maman, alors j'ai la chance maintenant que mon entreprise se soit étoffée et que j'ai effectivement des collaborateurs qui puissent prendre mon relais, mais je trouve important pour une maman d'accorder du temps, même si elle est chef d'entreprise, à ses enfants. Et moi, personnellement, je tiens à ce que je puisse faire les devoirs à mes enfants, je puisse prendre du temps pour les accompagner à des activités et je puisse débrancher mon téléphone le week-end ou les vacances pour que ce soit du vrai temps avec eux, tout en étant chef d'entreprise. Et voilà, et c'est cet équilibre-là qu'il faut savoir trouver pour s'épanouir dans chacune de ces trois vies. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Vous pouvez d'ores et déjà candidater pour les trophées de Femmes en Action, notre événement qui a lieu au mois de septembre 2023. Et voici tout de suite les portraits de nos candidates pour les trophées des lecteurs. Et c'est à vous de jouer, c'est à vous de voter. Vous pouvez retrouver leurs portraits sur www.lesfemmesenaction.fr. N'hésitez pas à aller voter et à partager sur nos réseaux sociaux.